Mais tout de suite, le Front National, de nouveau à la une de tous les médias. Les déclarations de François Fillon, l'affaire du bijoutier de Nice, la violence à Marseille. Chacun de ces événements place Marine Le Pen au centre du débat politique. L'occasion de poursuivre son processus de dédiabolisation, une normalisation qui passe aussi par Internet et les réseaux sociaux où le parti, vous allez le voir, chasse les dérapages. Sigor Ibanez et Brice Gouronec pour le contre-champ de Medial Mag. C'est l'histoire d'une page Facebook qui agite les médias cette semaine. La page de soutien aux bijoutiers de Nice. En quelques jours, près d'1,5 million de personnes ont affiché leur solidarité à Stéphane Turc, mis en examen pour homicide volontaire après avoir tiré sur l'homme qui venait de le braquer. Qui se cache derrière cette mystérieuse page Facebook? Certains journaux évoquent la piste du Front National. David Doucet couvre l'actualité du parti de Marine Le Pen pour Les Inrocks. S'il ne fait pas de rapport direct entre la page du bijoutier et le FN, il s'interroge. Car parmi les milliers de commentaires publiés sur la page de soutien au bijoutier, voici ce qu'il a découvert. Christiane Taubira, donc la garde des Sceaux, est grimée en singe. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver sur des sites d'extrême droite actuellement. Et donc on retrouve également sur cette page. Et on voit donc quelqu'un qui insulte Christiane Taubira, Emmanuel Valls. Alors le Front National est-il à l'origine du compte Facebook? Nous avons posé la question à Louis Alliot, le vice-président du parti. Mais non, puisqu'on vient de trouver l'intéressé, qui est un étudiant, je crois, niçois. Non, je pense qu'il y a une telle indignation dans le pays par rapport à une ambiance, je dirais, de laxisme qui a été alimentée par Mme Taubira notamment, qu'il y a des réactions maintenant épidermiques. Officiellement, pas de lien entre le Front National et la page du bijoutier. Mais cette affaire révèle au grand jour la popularité des thèses du FN sur le net. Le parti est même devenu numéro 1 sur Facebook, avec plus de 106 000 soutiens, devant le PS et l'UMP. En 1996, c'est le premier mouvement politique à créer son propre site internet. Si à l'époque le message du Front National passe mal à la télé, c'est sur le web que le FN tisse sa toile. Internet, depuis l'origine, est un média alternatif, une espèce de contre-média. Mais c'est vrai qui avait plutôt été trusté par la gauche radicale, notamment à l'occasion du traité constitutionnel européen, mais qui en réalité, assez rapidement, s'est aussi développé à l'extrême droite. Et on l'a moins vu et on l'a moins regardé. Résultat, sur le net, des centaines de sites d'extrême droite ont fleuri en quelques années. On y retrouve les nostalgiques du maréchal Pétain, les partisans du retour de la monarchie, ou le très populaire F de Souche et ses 80 000 connexions chaque jour. Une nébuleuse surveillée de près par la présidente du FN. Marine Le Pen utilise ces sites pour prendre le pouls de son électorat, par exemple sur des thématiques identitaires. Elle se rend compte de ce qui marche auprès de son électorat et après elle les réutilise. Elle se sert aussi de ces sites pour élargir l'audience. Aujourd'hui, elle a un discours très laïque, très républicain, et ces sites, en fait, sont des fois plus radicaux qu'elle. Mais sur le net, à l'extrême droite, le premier mouvement reste le Front National avec son site, sa page Facebook, son compte Twitter, la page perso de Marine Le Pen et même un compte Flickr. Pour comprendre comment le parti organise sa stratégie numérique, nous avons poussé la porte du département Internet du Front National. Je vous emmène dans le service communication numérique du siège du Front National, où vous voyez que plusieurs de mes collègues travaillent. Lui, c'est David Racheline, le responsable numérique du parti. À peine 25 ans et déjà candidat à la mairie de Fréjus. Un militant qui colle à la nouvelle image que veut montrer le FN. Et c'est grâce au net que le parti mobilise sa jeune garde. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec Internet, ces jeunes, nous les touchons beaucoup plus facilement. Ils viennent vers nous eux-mêmes pour avoir une information différente, encore une fois, de celle qu'ils avaient par le passé. Ce jour-là, David Racheline met en ligne sur Facebook une interview de Marine Le Pen accordée à Public Sénat. Florian est chargé de modérer les commentaires publiés sur la page. C'est lui qui fait le ménage. Je surveille les commentaires des uns et des autres sur cette vidéo. Ils sont très nombreux en quelques minutes là. Et je veille à ce que les gens puissent échanger entre eux. C'est pas du tout de la censure, c'est de la modération, justement pour qu'un débat puisse se créer dans les meilleures conditions. Sauf qu'après le nettoyage, aucun commentaire opposé à l'intervention de Marine Le Pen n'apparaît sur ce mur. Le FN verrouille sa page Facebook. Mais impossible de contrôler les comptes de tous les militants. Au début du mois, un candidat FN au municipal a même été exclu pour avoir publié cette photo du drapeau israélien en feu sur sa page Facebook. Du coup, dans une note interne, Steve Briouat, le secrétaire général du parti, recadre ses responsables départementaux. Je vous demande de manière solennelle de vérifier ou de faire vérifier immédiatement le contenu des pages Facebook, des tweets ou des blogs des candidats de votre fédération. Des candidats sous surveillance.
Et pour les plus jeunes, le parti organise même des ateliers formation au militantisme 2.0. Plutôt efficace d'ailleurs. Ça fait assez longtemps que le Front National, et en particulier les jeunes du Front National, développent des programmes de formation. Comment est-ce qu'on va aller tweeter pendant une émission politique? Comment est-ce qu'on s'organise pour aller à quelques-uns, mais très bien organisés, polluer les fils de commentaires d'un article qui nous a déplu? L'extrême droite, et en particulier les militants du Front National, sont passés maîtres dans l'art du trollisme. Prochaine étape de la stratégie numérique du FN, les municipales en mars prochain. Pour les élections, le parti va lancer une application Marine Le Pen sur les smartphones. Le Front National est-il un parti aux deux visages médiatiques? Les journalistes sont-ils plus agressifs avec Marine Le Pen et ses lieutenants? C'est le débat de Medial Magazine. Avec Natacha Polony, journaliste à Europe 1 et France 2, et Thomas Legrand, éditorialiste politique sur France Inter. Bonjour à tous les deux, bienvenue. J'ai posé ces deux questions-là, mais il y en a plein d'autres. Le FN qui est à la une depuis 2 semaines, même plus. Est-ce que c'est la faute des journalistes, tiens, Natacha Polony? C'est pas une question de faute. De fait, on a vu qu'il y avait une séquence Front National parce qu'il y a eu différents événements qui ont été reliés à la problématique du Front National, l'affaire du bijoutier, etc. Le problème est peut-être là. C'est pas artificiel ce ralliement. Le problème est peut-être que les journalistes ont un réflexe qui consiste immédiatement à prendre les questionnements politiciens, c'est-à-dire est-ce que ça va faire monter le FN, est-ce que ça va pas le faire monter? À la limite, j'allais dire, c'est pas ça le problème. Arrêtons de traiter ça. La vraie question, c'est pourquoi on est dans un pays où des gens commencent à se faire justice eux-mêmes. Comment on évite ça? Enfin, vous voyez, c'est-à-dire les ressorts sociologiques. C'est ça qu'il faudrait traiter. On reparlera de cette affaire spécifique du bijoutier de Nice et notamment de la page Facebook qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Thomas Legrand, depuis 30 ans, presque 30 ans, c'était 84 si je me souviens bien, et l'apparition d'un FN fort sur la scène politique française. Les journalistes cherchent la bonne distance. Est-ce qu'ils l'ont trouvé aujourd'hui, d'après vous? Je ne sais pas s'ils l'ont trouvé. En tout cas, moi, en tant que reporter politique dans plusieurs médias, entre 1988 et 1996, j'ai couvert le Front National. Et pendant toute cette période, tous les gens que je croisais, à qui je disais je suis journaliste politique et je couvre le Front National, m'engueulaient. Je me faisais engueuler. Parce qu'on en parlait trop, parce qu'on n'en parlait pas assez, parce qu'on en parlait normalement, comme les autres partis, parce qu'il y a eu des périodes où on en a beaucoup parlé au moment où on a découvert. Je me souviens même qu'on me disait, vous diabolisez le Front National, et donc vous le faites monter. Ça voulait dire quoi, diaboliser le Front National? Au début, en 1988, j'allais dans les fêtes bleu, blanc, rouge, et il y avait des choses qu'on ne voit plus maintenant. Il y avait des livres de Pétain, il y avait des livres révisionnistes, et je disais, il y a ça, ce sont des fachos, en gros. On décrivait ce qu'était le Front National, et rien que de le décrire était considéré comme une diabolisation. On faisait notre boulot. D'accord. Isabelle, sur ce FN qui est au centre du jeu là depuis plusieurs semaines. Et d'ailleurs, je reprendrai un peu votre idée. D'une certaine manière, moi je parle d'un effet ricochet. C'est-à-dire que le FN n'a même pas besoin de communiquer. Autour de lui, on s'en charge. Alors les hommes politiques, en portant les opinions du FN, les sondages avec leurs questions un peu tordues, les people, je pense à Jean Roucas, tout d'un coup se mettent à évoquer des questions qui ramènent constamment au Front National. Et du coup, je me demande si les médias, qui sont à la fois des interprètes et aussi des ventriloques de l'opinion publique, se font presque contre eux, malgré eux. Ils sont un peu victimes de cet effet ricochet qui met constamment le FN au centre de l'espace public. J'ai fait un édito cette semaine où j'avais inventé le CBPFN. Le CBPFN, c'est une unité de mesure, c'est bon pour le Front National. Et c'est devenu une sorte de conclusion automatique, une sorte de réflexe journalistique, d'analyse un peu automatique. Dès qu'il y a quelque chose qui est un petit peu dérangeant, un petit peu embêtant, on conclut par c'est bon pour le Front National. Et c'est une unité de mesure, voilà, c'est une unité de mesure intéressante parce qu'elle se régénère elle-même. C'est-à-dire plus on l'utilise, plus elle est vraie. Sauf que le problème, ce serait de croire qu'il faut arrêter de parler de certains sujets parce que, soi-disant, ça remettrait le Front National au centre. Au contraire, il faut parler de ces sujets-là, mais pas en se demandant si c'est bon ou pas bon pour le Front National, en essayant de comprendre exactement. Voilà. Vous êtes souvent perçu comme par les sympathisants du FN, comme l'une des rares journalistes honnêtes, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que c'est parce que vous dites des choses que d'autres journalistes ne disent pas? La question de l'honnêteté, là-dedans, me semble. Non, mais ça veut dire que vous portez parfois un discours que d'autres journalistes ne portent pas, si je comprends bien cette perception par certains sympathisants du FN. C'est par exemple, un exemple très simple, la question du débat sur l'euro. Est-ce que on peut critiquer l'euro? Est-ce qu'on peut estimer qu'il faudrait sortir de l'euro? Ce matin même, dans ma revue de presse,
Donc vendredi matin, puisqu'on enregistre. Vendredi matin, dans ma revue de presse, donc, je citais un papier de Jacques Sapir disant qu'il faut sortir de l'euro parce que c'est en train de nous ruiner, quoi, grosso modo. Jacques Sapir, économiste de gauche, très à gauche. Immédiatement, je me retrouve, voilà. Mais Jacques Sapir est cité par le Front National. D'accord, justement, ne rentrons pas là-dedans. Bon, bien compris. Allez, on parle de cet événement, l'affaire du bijoutier de Nice et cette page Facebook de soutien. 1 600 000 personnes ont cliqué j'aime sur cette page. Il y a eu 3 temps médiatiques, on va les décortiquer. D'abord, le doute sur l'ampleur et la provenance des soutiens avec un soupçon de manipulation de l'extrême droite. Ensuite, au bout de, on va dire, 24-48 heures, la validation par des sites spécialisés. Les j'aime ne venaient pas de l'étranger, n'avaient pas été achetés, contrairement à ce que certains médias avaient affirmé un peu vite. C'est ce que Guilhem Foutillou, qui est le cofondateur de Linkfluence, nous explique. Si la rumeur s'est rapidement propagée, c'est que ce marché-là existe. Donc tout de suite, on a soupçonné les auteurs de la page d'avoir acheté des likes. Mais effectivement, tout laisse à penser et tout montre sur cette page-là qu'il n'y a pas eu de like acheté. Pourquoi ? Tout simplement parce que acheter un like, c'est possible. Par contre, simuler des fausses discussions, des faux commentaires, demander à un algorithme de rentrer dans un débat, de discuter avec des humains, on ne sait pas faire. Et quand vous regardez l'activité sur la page Facebook de soutien aux bijoutiers de Nice, il y a un taux d'engagement, ce qu'on appelle un taux d'engagement, c'est-à-dire un ratio entre ceux qui likent et ceux qui discutent, qui est énorme. Et donc, ce niveau d'engagement est tout à fait cohérent avec le nombre de personnes qui ont liké. Un mot supplémentaire là-dessus. Oui, acheter des likes, c'est possible, mais ça coûte aussi de l'argent. Pour acheter, par exemple, 1,6 million de likes, il aurait fallu débourser à peu près 12 000 €. Et par ailleurs, ce qui a généré ce soupçon du fait que c'était monté par le Front National, c'est que parmi les premières personnes à avoir liké figurent des membres du Front National belge ou français. Voilà. Ok, donc premier temps médiatique, le doute, ensuite la validation, et puis le troisième temps, l'analyse, souvent critique sur la récupération politique de cette page. Libération a fait sa une mercredi sur la haine. Voilà le titre, la haine en réseau. Ça vous a fait réagir, Natacha Polony, dans votre revue de presse ce matin-là sur Europe. Pourquoi ? Parce que je pense qu'une fois de plus, on regarde le doigt au lieu de regarder la lune. C'est-à-dire, le problème n'est pas de savoir si... On avait l'impression que les journalistes étaient presque déçus que ce soit pas manipulé. Ça aurait été tellement plus simple d'expliquer que c'était une manipulation. Non, il y a une réelle émotion dans le pays. Et c'est ça qu'il faut traiter. On se fout de savoir si c'est des gens du FN, pas du FN. La question, c'est pourquoi il y a une inquiétude sur ces questions-là. Je rappelle qu'1,6 million de likes, c'est énorme. Il y a 26 millions de Français qui sont sur Facebook. Amine Le Suisse avait presque 6-7% des Français qui... Alors Anthony, justement, vous avez la parole. Je voudrais que vous nous montriez à l'étranger comment ça se passe. Quelles sont les personnalités les plus likées, pardon de l'anglicisme, les plus aimées sur Facebook? Alors on est allé chercher les 25 personnalités politiques les plus aimées au monde sur Facebook et on retrouve effectivement essentiellement des islamo-conservateurs. Enfin on va le regarder. Numéro 1 et 2, je les ai éliminés parce que c'est Barack Obama, Mitt Romney. Ils bénéficient encore de l'élection présidentielle et des fans de l'élection présidentielle. Parce que c'est sur un an que le calcul a été fait. Exactement. Alors le numéro 3, c'est Paul Ryan, qui est un républicain ultra-conservateur, proche du Tea Party, catholique, anti-avortement, anti-mariage gay, j'en passe. Le numéro 4, c'est Narendra Modi, dirigeant d'un parti nationaliste hindouiste et surtout accusé d'avoir fomenté, vous savez, en 2002, un des pires pogroms anti-musulmans de l'histoire du pays, entre 800 et 2000 morts tout de même. Numéro 6, on ne la présente plus, Sarah Palin, celle qui voyait la Russie depuis sa fenêtre. Numéro 8, c'est Recep Tayyip Erdogan, donc islamo-conservateur, Premier ministre turc. Et numéro 9, Mohamed Morsi, ex-président égyptien, islamo-conservateur lui-même et frère musulman. Alors là, on va s'arrêter là pour les exemples, mais j'ai calculé sur les 25 premiers, les 3/4 sont soit des nationalistes, soit des extrémistes, soit des ultra-conservateurs. Voilà. Et l'espace, on va dire, numérique est utilisé par les extrêmes depuis longtemps. On y reviendra. Je voudrais qu'on parle des deux visages supposés du Front National. Je vous donnerai la parole juste après, Thomas Legrand. Premier exemple, première démonstration avec Denis Bertrand. Il analyse ici pour nous les mots et les images. Il est sémiologue. Il s'intéresse aux sorties médiatiques de Gilbert Collard à la télévision et sur Internet. Denis décode. Il ne peut pas y avoir de débat quand les parlementaires ne veulent pas débattre. Mais la seule opposition, c'est Marine Le Pen. La seule opposition, c'est nous. Gilbert Collard présente les deux visages de la communication du Front National, sur le mode exalté avec Internet et sur le mode affable avec les médias institués. J'ai écouté Jean-Marc Ayrault avec intérêt et avec respect, parce que bon, il exprime un point de vue. Sur BFM, il s'inscrit dans les règles policées du débat et reconnaît son adversaire.
Il affronte les questions du journaliste. On est dans On a le l'attente. soutien de la Turquie, on a le soutien de la Ligue arabe, on a le soutien de la Turquie, on a le soutien de l'Allemagne, de la Ligue arabe. Les images, en chant contre chant, délimitent les positions des interlocuteurs. On est dans le dialogue et il argumente. Vous préférez que Saddam Hussein est Assad parti au barbu? Je préfère un tyran qui maintient l'ordre à des tyrans qui font qu'il y a des attentats tous les jours. Sur le site du Front National, il monologue et il s'emporte. Mais nous, dès que l'un d'entre nous a une petite histoire, un contrôle dans le train, un truc qui tourne mal, tout de suite, tous les médias s'en emparent, on en parle, parce qu'on est la seule opposition. Il dénonce et il invective. De toute manière, les médias vont répéter ce que dit M. Valls, donc il suffit de nier la réalité. C'est Goebbels à la mode socialiste, quoi. Hein. La colère monte et se lâche enfin dans le juron. Ce que d'un côté on nous a pris, on le retrouve de l'autre, dans l'amour de la patrie. Oui, on est l'opposition, et c'est pour ça qu'on les emmerde. L'image révèle la part du jeu. L'intervieweur, dans le même plan que l'interviewé, écoute la colère en souriant, placide. Ici, pas d'interaction. Entre ces deux scènes, c'est le statut du média qui diffère. D'un côté, la médiation est instituée et régule. De l'autre, elle est estompée, livrant un exutoire aux passions. En résumé, Internet offre un espace d'expression directe. Chacun y libère son humeur. C'est là le ressort même du discours du Front National. On comprend que celui-ci investisse les réseaux sociaux et les préfère à l'institution médiatique, car ils accueillent le discours passionnel du ressentiment. Thomas Legrand, France Inter, Patrick Cohen a déjà reçu Gilbert Collard, évidemment. Est-ce que vous avez cette impression-là, d'un double langage, en fait? Se réfrène quand il est à la radio, dans un média quand Patrick Collard, Gilbert Collard vient à France Inter, il n'est pas du tout dans le même état d'esprit qu'à BFM. Il a l'impression de venir en terre ennemie, et Jean-Marie Le Pen aussi, et Marine Le Pen aussi, et donc tout de suite c'est l'affrontement. Non, pas à juste titre. Vous n'êtes pas plus dur dans les interviews avec les leaders du FN? On n'est pas plus dur, ça commence toujours normalement. Petit mot dubitatif de Natacha Polony. Mais je vais vous expliquer pourquoi. On n'est pas plus dur au début, et on devient très rapidement plus dur, parce que évidemment, quand on reçoit François Fillon ou François Baroin qui vient et on débat de est-ce qu'il faut plus ou moins d'impôts, etc., c'est assez technique. Quand Marine Le Pen est venue la dernière fois, elle nous a dit, vous, sur la Syrie, vous mentez. Vous, les journalistes sur la Syrie, vous dites n'importe quoi, vous manipulez l'opinion. Et d'ailleurs, en 200003, vous étiez pour la guerre en Irak. Et on lui a dit, non, vous mentez. Et donc, évidemment, c'est ce que vous nous dites. La rédaction se défend face aux attaques. On nous met dans un système de débat. On n'est plus intervieweur et elle nous met, c'est peut-être un piège, dans un système de débat, mais on est obligé de rentrer dans le débat et c'est un affrontement. Donc c'est pas nous qui sommes plus durs avec le Front National, c'est le débat est plus rude. Mais c'est vrai aussi avec Mélenchon. On s'engueule avec Mélenchon et on s'engueule pas avec Bayrou parce que Bayrou dit des trucs. Pourtant, Bayrou utilise parfois la technique de mise en cause des gens. Je vais vous donner la parole, Natacha. Je voudrais qu'on avance sur cette idée du double visage parce qu'il y a aussi la répartition des rôles ou ce qui nous semble être une répartition des rôles entre Jean-Marie Le Pen et sa fille. Exemple avec cette photo du journal du dimanche le week-end dernier, énième provocation du vieux chef frontiste, en tout cas moi je l'ai reçu comme ça, qui mime le geste du bijoutier de Nice et déclare « j'aurais fait la même chose, ça ne vous surprend pas ». Est-ce que vous voyez une stratégie comme une répartition des rôles, le père qui continue d'être en quelque sorte subversif pendant que la fille normalise? Honnêtement, les journalistes qui ont traité cette question-là, qui ont enquêté, ont des avis qui divergent. C'est-à-dire certains disent en effet c'est une répartition des rôles, d'autres disent il essaye de plomber sa fille. Donc la question n'est pas tellement là. La question c'est comment, en tant que journaliste, on se positionne par rapport à ça. C'est pour ça que le problème, c'est qu'il y a une interaction entre les deux. Bien sûr qu'il y a une instrumentalisation des journalistes par un parti qui les met en cause pour faire réagir. Mais en face, il y a aussi des journalistes qui, pendant très longtemps, ont eu besoin de montrer face à une personnalité du Front National qu'ils étaient dans le camp du bien et qu'ils allaient se le faire, ce qui est à mon avis quelque chose d'absolument ravageur parce que ça ne fait que renforcer l'idée que le Front National est hors système. Donc je pense qu'il faut au contraire adopter rigoureusement la même attitude. En revanche, il faut toujours distinguer entre le discours officiel et ensuite ce qu'il y a derrière. Si vous regardez le discours de Marine Le Pen, il est sur beaucoup de choses totalement inattaquable, propre, etc. Et notamment sur le bijoutier d'ailleurs. Mais bien sûr.
Et le problème, c'est ensuite oui. ce qu'on trouve chez les militants du Front National, chez les soutiens sur Internet. Vous voyez, il faut savoir à chaque fois où sont les contradictions. Alors justement, pardon Isabelle, Alice sur Internet, ça m'offre la transition. L'image de Marine Le Pen sur Internet, elle vient de changer son site, c'est ça ? Elle la travaille hein, et elle a décidé donc cet été de lancer un nouveau site donc à sa gloire, on peut dire, qui n'est pas le même que celui du Front National, avec, vous le voyez, des couleurs moins criardes, un design plus subtil que celui du parti. On trouve évidemment beaucoup de vidéos et de photos qu'on va vous montrer qui montrent que c'est une personne humaine qui réfléchit face à la mer en Bretagne, et puis également qui fait du sport, de l'équitation en l'occurrence. Voilà, évidemment qu'on a du storytelling aussi en ligne hein, qui sert son image. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est sur un terrain quand même privilégié, parce qu'en ligne, quand on analyse le corpus politique des présents, on a énormément de personnes qui correspondent au Front National, 14% de sympathisants d'extrême droite, alors que c'est beaucoup par rapport aux 2,6% du corpus, hein, c'est la cartographie de 2012. Ouais. Isabelle, vous vouliez prendre la parole sur la stratégie de communication du Front National et de Marine Le Pen ? Et surtout par rapport au travail des journalistes. Les journalistes sont confrontés à une question difficile, c'est qu'il y a un discours officiel et eux, leur boulot, souvent, pour certains, je pense à Thomas Legrand évidemment, ce qui est de débusquer la réalité derrière un discours officiel. Et c'est pour ça que les journalistes tentent de chercher les couacs, les lapsus, les non-dits. Oui, parce qu'on connaît nous le sous-texte. C'est ça. On a été à la fête Bleu Blanc Rouge et on a vu les livres révisionnistes. Donc, voilà. Et c'est un boulot un peu différent du boulot journaliste classique. C'est ça que je veux dire tout le temps. On les retrouve plus, moi je pense. C'est bien le problème. Je pense qu'il y a eu une. Est-ce qu'il y a encore une frange du FN que Marine Le Pen, on termine là-dessus, essaye de cacher aux médias ? Oui, mais certainement, mais je pense qu'il y a aussi une mue idéologique. Je pense ça, contrairement à beaucoup de mes confrères. Il y a une mue idéologique, un recentrage de Marine Le Pen qui n'a pas les mêmes idées que son père. Et c'est pas qu'une question de façade. Il y a un virage à 180 degrés sur la question du libéralisme et de l'État, sur la question du rapport aux fonctionnaires. Elle n'est plus obsédée par la Deuxième Guerre mondiale. Le problème, c'est qu'elle ne va pas changer son peuple. C'est-à-dire, ses militants ont applaudi pendant des années au discours ultralibéral réganien. Je ne vois pas comment ils peuvent tout à coup accepter un discours étatiste. Là, il y a un souci. Alors ça, c'est un vrai souci de stratégie politique. Merci beaucoup, Natacha Polony. On vous écoute évidemment sur Europe 1 tous les matins pour la revue de presse et puis tous les samedis chez Laurent Ruquier. Thomas Legrand, merci. Dès demain matin sur France Inter pour votre édito politique.